Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être à ce rendez-vous de l'information. Dans l'actualité, le chef de l'État a reçu à son cabinet hier Dieudonné Datonou, le tout premier nonce apostolique béninois. Les détails de l'audience dans cette édition. Distinction des agents modèles du ministère de l'Intérieur, reconnus pour leur dévouement et intégrité dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, les lauréats saluent l'initiative. Et hors de nos frontières, ce mercredi est une journée de grève du système judiciaire français. Magistrats, avocats, greffiers réclament la mise à la disponibilité des moyens dignes de la justice. Voilà pour le sommaire, le développement dans un instant. Monseigneur Dieudonné Datonou, le tout premier nonce apostolique béninois, nommé en octobre dernier, a été reçu par son Excellence Patrice Talon. L'autorité épiscopale en visite à Cotonou depuis quelques jours est allée faire ses civilités au chef de l'État. Le point de l'audience avec Dorcas Arouangan. Il est le tout premier nonce apostolique d'origine béninoise. Monseigneur Dieudonné Datonou, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a été nommé le 7 octobre dernier. Hier, il a été reçu en audience au Palais de la Marina par le chef de l'État, Patrice Talon. L'autorité épiscopale est allée faire ses civilités au président de la République et recueilli quelques conseils avant de rejoindre son poste en Burundi. Ça fait autant d'événements positifs. On peut constater que tout cela se passe sous le mandat du président de la République. Alors bon, il y a des gens qu'on dit qu'ils sont nés sous une belle étoile. Ça se passe sous son mandat. C'est normal qu'on vienne le célébrer ici aussi. Naturellement, comme cela se fait pour tout diplomate, je dois attendre de présenter copie des lettres de créance et puis ensuite l'original du chef de l'État afin d'entrer en fonction. Mais puisque je ne suis pas seulement accrédité par la République, mais aussi par l'Église locale, le pape m'envoie avec une lettre de mission et que je dois remettre au président de la conférence épiscopale, donc à toute l'Église locale, pour leur signifier que je suis l'envoyé du pape et je suis chargé d'être comme une courroie de transmission entre l'Église locale, le Saint-Siège et le Saint-Père. C'est un don que nous avons reçu de Jésus ressuscité, c'est le don de la paix. La salutation de Jésus ressuscité à ses disciples, la paix soit avec vous. On souhaite la paix, la sérénité à tous nos compatriotes de quelque confession qu'ils soient. Un autre prélat béninois a été nommé il y a quelques jours comme observateur du Saint-Siège près l'UNESCO. Restons au volet culturel ou cultuel d'Adjissa Wechenou. Bokono à la Cour royale d'Abomey était l'invité de votre émission Matin d'Éden de ce jour sur la rubrique Convainc-moi. Le dignitaire de la science FA est revenu sur les 3 signes qui ont été révélés le samedi dernier lors de la consultation du HUEFA 2022. Suivez un extrait de l'intervention de Adjissa Wechenou. Chaque année, le Dada, le roi, doit consulter pour voir comment moi et mes sujets, toutes les Béninoises et les Béninois, vont rentrer dans nouvelle année. Et Aklan dit qu'il y a quand, il y a la corde qui guette les chefs. Mais la corde vient d'où? De nous, les citoyens. Mais pourquoi cette corde-là? Parce qu'on dit, ce que le chef est en train de me faire, je ne suis pas d'accord. Ce que le chef est en train de faire pour avancer le pays, moi, je ne suis pas d'accord. Je dois chercher tout, coq et enjambe, pour empêcher l'évolution, les réformes du chef. Ceux qui l'entourent, le chef de l'État, ceux qui l'entourent, les chefs, à divers niveaux, doit être attentif. Sinon, il y a un coup qui se prépare. Mais nous, les Aouno, le tout même va déjouer ces coups-là. Ça, c'est le coup principal. C'est tout là, Bogli. Dit que moi, j'ai aidé le chef, il est devenu chef, ou j'ai aidé un candidat, il est devenu chef et il m'a oublié. L'ingratitude. Il m'a abandonné. J'attends quelque chose de lui, mais ça ne vient pas.
Commencer à parler mal du chef. C'est toujours le camp de Aklandabla là qui revient vers Toulak-Bougli. Parce que l'autre a parlé du chef, que les gens sont mécontents. Voilà que Toulak-Bougli dit encore que j'ai aidé quelqu'un. Il a eu ce que lui voulait. Mais moi, il ne m'a pas satisfait. Le troisième, c'est qui a donné la puissance, le pouvoir pour le Aklandabla d'être favorable pour le pays, c'est Oulen Tchogbe. Oulen Tchogbe dit Oulen Tchonougbe. Bon, Bede Soui Tchonou. Oulen, c'est un homme. Il a fait du mal à son frère, à son patron, B. B va dire, ah, non, je revenais à mon tour te craser totalement. Le chef veut frapper. Mais il faut que le chef sache tirer seulement les oreilles. Autre volet de cette édition, le directeur de cabinet du ministre du Travail et de la Fonction publique représentant la ministre a présidé mardi à l'ouverture de la réunion du comité d'experts de la 31e session ordinaire du Conseil des ministres de la Conférence interafricaine de la prévoyance sociale CIPRES. 15 points sont inscrits à l'ordre du jour dont il discute au cours des assises. Compte rendu, Clémence Tonoukoua. Cette séance de travail vise à proposer, entre autres, au Conseil des ministres de la Conférence interafricaine de prévoyance sociale CIPRES des projets de décision, des règlements et des directives. Elle va permettre de rendre les institutions de sécurité sociale plus efficientes dans l'exercice de leur mission. Le président du comité des experts, dans son mot introductif, a rappelé aux participants la tâche qui leur est assignée. Nous sommes appelés à formuler des avis motivés et des propositions précises et opérationnelles afin d'alimenter utilement la réflexion du Conseil des ministres dans le cadre de l'exercice de son pouvoir décisionnel exclusif visant la bonne réalisation progressive des objectifs de la conférence. Je me permets d'inviter toutes les délégations à participer activement au débat en vue d'apporter leur précieuse contribution à l'amélioration des différents dossiers soumis à notre examen. Le directeur de cabinet de la ministre du Travail et de la Fonction publique est revenu sur quelques points essentiels de l'ordre du jour. Il a ensuite invité les experts à faire preuve d'attention dans l'examen des documents qui leur seront soumis. Au cours de vos travaux, vous aurez à examiner une quinzaine de points inscrits à l'ordre du jour, dont entre autres le rapport d'activité de la CIPRES pour l'année 2020, les projets de plan d'action, du budget de l'exercice 2022 et du contrat d'objectifs à assigner à la commission de surveillance de la prévoyance sociale. Aussi, voudrais-je vous exhorter à focaliser votre attention sur l'examen des documents qui vous sont soumis en vue de permettre au Conseil des ministres de prendre les décisions idoines pour la bonne gouvernance de nos organismes de prévoyance sociale. La conférence interafricaine de la prévoyance sociale CIPRES, créée en 1993, compte actuellement 17 États membres. D'un ministère à l'autre, les fonctionnaires de police et sapeurs-pompiers, tout comme le personnel civil du ministère de l'Intérieur, sont honorés par leur administration. C'était au cours d'une cérémonie de distinction des agents modèles que constituent les lauréats. Ils ont été récompensés pour leur dévouement et intégrité dans le cadre de l'exercice de la fonction. On retrouve Clémence Tonoukoua pour le point. Ils sont au total 66 agents, dont 37 de la Direction générale de la police républicaine, 11 du groupement national des sapeurs-pompiers et 18 provenant des structures attachées au ministère de l'Intérieur à être distingués en tant qu'agents modèles d'intégrité au titre de l'année 2021. Le secrétaire général du ministère, dans son mot introductif, est revenu sur les raisons qui sous-tendent l'organisation de cette cérémonie. Dans un souci de gestion équilibrée des ressources humaines et d'encouragement de bonnes pratiques administratives, il est décidé au niveau du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique de distinguer les agents
qui font preuve du respect des valeurs éthiques et déontologiques qui incarnent ces différents secteurs d'activité. Sur la base de critères bien définis, 189 agents ont été présélectionnés. Il s'agit de la conscience professionnelle notée sur 50, le sens du service public noté sur 30 et la compétence professionnelle notée sur 20. Les travaux de sélection ont été ensuite effectués en 4 phases. À la première phase, le candidat ayant la plus forte note dans chaque structure est retenu. Et la deuxième phase consiste qu'en cas d'ex-aequo au niveau de la première phase, de choisir le candidat qui a obtenu la plus forte note dans la rubrique conscience professionnelle. Et à la troisième phase, donc en cas d'ex-aequo au niveau du deuxième niveau, celui ayant obtenu la plus forte note dans la rubrique sens du service public est retenu. Enfin, la quatrième et dernière phase, en cas d'ex-aequo au niveau du troisième niveau, un tirage au sort permet de départager les candidats. Pour le représentant des lauréats, Antoine Arwandinou, cette cérémonie de récompense, loin d'être un motif de gloire, est une responsabilité. La cérémonie de ce matin, loin d'être une simple distinction, nous renvoie à plus d'abnégation, de don de soi, de discipline et disponibilité pour ramener calme et sérénité au lieu où le devoir nous appelle. Nous devons dès à présent mériter ce choix en donnant une fois de plus le meilleur de nous-mêmes dans nos missions d'assurer d'une part l'ordre et la sécurité publique et d'autre part la protection des personnes et des biens contre les risques, périls, accidents et catastrophes de toute nature. La cérémonie, qui est à sa 2e édition au cours de cette même année, est un moyen d'améliorer les performances du personnel et freiner les actes de malversation. Au plan continental, les habitants de Tombouctou se sont réveillés ce matin sans la présence des soldats français. Ces derniers ont quitté la base militaire de cette importante ville du Mali, du Sahel, une région où Paris a prévu de retirer plus de 2000 soldats d'ici 2022, malgré la présence active de djihadistes. Reportage. Des soldats au garde à vous. Un discours de remerciement et d'adieu. Hier, le camp de Tombouctou était le théâtre d'une cérémonie officielle durant laquelle des militaires français ont remis aux troupes maliennes le commandement de la base. Après Kidal et Tessalit, le retrait de Barkhane se poursuit dans cette ville située en plein cœur du Mali. Une nouvelle qui préoccupe la population. Personnellement, je pense que les retraits, quand même, je le vois négatif selon moi. Parce qu'une sécurité, on en a besoin. Nous sommes dans la guerre et nous avons besoin de cette sécurité ici à Tombouctou et partout au Mali. Et nous qui sommes ici à Tombouctou, nous connaissons réellement l'apport de Barkhane. Et sur le plan sécuritaire, il faudrait vraiment passer à ce qu'on se voit la face. Barkhane avait vraiment fait de son mieux. Nous suivons beaucoup des interpellations qui se font nuitamment, qui se font aussi dans la journée. Donc nous pouvons dire que vraiment leur départ sera vraiment une perte pour la population de Tombouctou. Il ne s'agit pour autant pas d'un retrait total des forces françaises, car si l'armée va réduire ses effectifs d'ici à 2022 et devrait passer de 5000 à 3000 soldats à l'été prochain, elle entend également continuer à travailler conjointement avec l'armée malienne. C'est finalement le but de l'opération Barkhane, c'est de permettre en fait au Mali de prendre en main son destin à travers des forces, après une phase de préparation, après une phase de montée en puissance, après une phase d'entraînement en commun, et toujours avec toujours avec du partenariat, mais qui s'exercera différemment avec une présence qui est moins physique, mais qui est tout autant réelle par des moyens adaptés. Initialement envoyé dans la région du Sahel pour lutter contre les djihadistes, former les armées locales du G5 et agir au profit de la population, l'opération Barkhane a dû essuyer plusieurs revers. Comme à Terra, au Niger, où les habitants ont violemment pris à partie un convoi militaire français sur fond d'accusations de complicité avec les terroristes.
Des groupes armés qui ont étendu leur influence dans ce pays, mais également au Burkina Faso voisin. De telles manœuvres font craindre une montée de la violence dans la région. Et ces perspectives inquiétantes laissent un goût d'inachevé après cette nouvelle étape du désengagement français au Sahel. Comme annoncé en titre, en France, place à une grève des magistrats, avocats ou encore greffiers. C'est une journée de mobilisation nationale pour réclamer des moyens, je cite, dignes pour la justice. À Paris, l'intersyndicale a choisi de converger vers Bercy pour appeler le ministre de l'économie Bruno Le Maire à obtenir un budget bien plus ambitieux pour la justice. C'est une tragédie de plus pour le pays. Cap-Haïtien pleure la mort de dizaines de personnes dans l'explosion d'un camion-citerne. Le camion se serait retourné en tentant d'éviter une motocyclette. Des passants se seraient alors précipités pour récupérer de l'essence, un carburant rare dans le pays. Mais le véhicule a rapidement explosé. Le Premier ministre par intérim, Ariel Henry, a annoncé que des hôpitaux de campagne avaient été déployés pour prendre en charge les blessés. Et il a également décrété 3 jours de deuil national. Après le drame, le gouvernement et les pouvoirs publics ont été mobilisés. Des fonds d'urgence ont été débloqués. Des mesures seront par ailleurs prises pour l'organisation des funérailles nationales en faveur des victimes. Ce terrible accident intervient alors que le pays fait face à une forte pénurie de carburant. La hausse des prix de l'essence avait d'ailleurs suscité des manifestations lundi dernier. Depuis plusieurs mois, des bandes armées contrôlent les axes routiers qui conduisent aux terminaux pétroliers. Depuis octobre, les réseaux de télécommunications et les médias ne fonctionnent que très peu, car les générateurs qui alimentent les antennes ont besoin de carburant. Une crise énergétique qui handicape également les rares structures hospitalières du pays. Ce mardi, le Premier ministre par intérim s'est rendu sur les lieux du drame et a apporté son soutien aux blessés. À la tête d'une importante délégation, je suis actuellement au Cap où j'ai pu constater l'ampleur des dégâts. À l'hôpital Justinien, où je visite les blessés, c'est avec le cœur déchiré que je constate l'état critique de certains de nos compatriotes admis à cet établissement. La gestion de cette tragédie est d'autant plus difficile que l'État est confronté à une forte crise humanitaire. Haïti, pays le plus pauvre d'Amérique latine et des Caraïbes, doit aussi faire face à l'instabilité politique. Depuis le meurtre de l'ancien président Jovenel Moïse, Ariel Henry fait office de chef d'État. Mais le chef par intérim du gouvernement est loin de faire l'unanimité sur l'ensemble du territoire haïtien. Vous venez plutôt de suivre l'élément sur l'Haïti où un camion citerne a explosé la nuit d'hier et causant des dizaines de morts et des blessés. Au Royaume-Uni, nouvelle restriction alors que le pays a enregistré un cas mortel dû au variant Omicron lundi. Les dites mesures sanitaires ont été approuvées hier soir par les députés lors d'une séance houleuse. Reportage. Il a tremblé, mais il est passé. Boris Johnson a bien obtenu le soutien de sa majorité parlementaire ce mardi soir. Les oui à droite, 385. Les non à gauche, 100. Les oui l'emportent. Les oui l'emportent, déverrouillés. Entaché par plusieurs scandales, dont la fête de Noël organisée à Downing Street en pleine pandémie, le gouvernement a fait adopter au Parlement britannique une série de dispositifs anti-Covid. Parmi ces mesures, des tests quotidiens pour les cas contacts, le port du masque en extérieur, l'instauration du pass sanitaire lors de grands événements, mais également la vaccination obligatoire pour le personnel de santé en première ligne. Pour autant, cette dernière mesure a été très décriée, même au sein de la majorité. Au moins 97 députés conservateurs ont voté contre la vaccination obligatoire des soignants. Une fronde inédite contre le Premier ministre Boris Johnson. Avant le vote de ce mardi, le ministre de la Santé britannique a tenté de rassurer l'Assemblée. Ce ne sont pas des mesures que nous prendrions à la légère. Je crois fermement à la liberté individuelle et je pense que nos libertés ne devraient être restreintes que dans les circonstances les plus graves. Avec plus de 50 000 cas en moyenne sur ces 7 derniers jours, le variant Omicron se répand très rapidement outre-Manche. Boris Johnson a qualifié cette nouvelle vague de raz-de-marée alors que ce nouveau variant devrait devenir majoritaire dans le pays dans les prochains jours. Alors que les fêtes de fin d'année approchent, le gouvernement britannique exhorte la population à se ruer vers leur dose de rappel. À Londres ce mardi, les files d'attente étaient longues devant les centres de vaccination.
Nous vérifions le site internet depuis quelques semaines pour être sûrs, pour voir si nous pouvons obtenir un rendez-vous. Mais dès qu'il a été ouvert pour les moins de 40 ans, nous avons foncé et pris le premier rendez-vous au premier endroit que nous avons trouvé. On vérifie tous les jours. Est-ce qu'on a le droit de le faire? J'ai de l'asthme aussi, donc j'aurais pu l'avoir plus tôt. Mais aujourd'hui, c'était le déclic. En attendant les effets de la vaccination sur cette nouvelle vague, le variant Omicron provoque une hécatombe dans la culture et le sport au Royaume-Uni. Plusieurs comédies musicales comme Le Roi Lion ou l'Odyssée de Pi ont annulé plusieurs représentations. En première ligue, ligue anglaise de football, 42 nouveaux cas ont été détectés ce lundi, un record depuis le début des dépistages en mai 2020. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur nos différentes plateformes digitales Facebook, Twitter, YouTube et sur notre site internet www.benet-eden.tv.